Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Éco-Débat. On s'intéresse aujourd'hui à la souveraineté énergétique du continent africain. Il y a quelques semaines se tenait à Dakar au Sénégal le 20e congrès de l'Association des sociétés d'électricité d'Afrique, l'ASEA, une rencontre au cours de laquelle justement était posée la problématique de la souveraineté énergétique du continent. Et sur ce plateau, on en parle un peu plus pour décrypter et comprendre les acquis et les défis des pays africains en la matière. Avec nous en studio, M. Sadia Zouzou, spécialiste en intelligence économique. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup, Smaro, de nous avoir invités encore une fois de plus pour échanger avec nos chers téléspectateurs. Et avec nous, M. Ouattara Barado, spécialiste en analyse sectorielle et stratégie. Merci d'être avec nous. Merci, M. Smaro, de nous donner l'occasion de donner notre point de vue sur ce problème qui est vraiment important pour nous en Afrique. Un problème assez important. Alors, quand on parle de souveraineté énergétique, qu'est-ce qu'on doit comprendre exactement? Qu'est-ce qu'on entend par souveraineté énergétique? Merci beaucoup. D'abord, avant de parler de souveraineté, il faut savoir d'abord que le mot souverain vient d'abord c'est lié d'abord à la puissance, c'est lié au pouvoir. Donc la souveraineté énergétique, pour l'expliquer de façon simple, consiste pour un État de produire et distribuer des produits, de transporter et de distribuer l'énergie en toute indépendance. Donc, de façon simple, c'est la définition que moi je peux donner pour le moment en ce qui concerne la souveraineté énergétique. Donc, en clair, pour résumer, il s'agit donc pour un État d'exercer sa puissance dans le domaine, dans le domaine énergétique et de pouvoir utiliser cette énergie-là, en tout cas pour les intérêts de cet État-là, pour faire prévaloir ses intérêts aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'État. Donc, pour être de façon autonome. Donc, la souveraineté ramène aussi, bien sûr, on va en parler très certainement, à la notion de pouvoir et de puissance. Justement, on y reviendra tout à l'heure, M. Ouattara. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Et puis vous, quand vous regardez un peu l'état du continent africain, surtout des pays d'Afrique subsaharienne, est-ce qu'on peut dire que l'Afrique tend vers sa souveraineté ou l'Afrique a sa souveraineté, l'Afrique subsaharienne? D'abord, je voulais, pour ma part, préciser que c'est l'autonomie, la capacité qu'a un État de pouvoir être autonome sur le plan technique, sur le plan de la fourniture, sur le plan de l'orientation stratégique, de l'énergie que cette puissance peut produire. Par rapport à l'Afrique, je pense qu'on est un peu loin de cette autonomie-là, dans la mesure où les moyens de production, le système de production, comme l'a dit M. Sadia, le système de distribution, nous n'avons pas encore maîtrisé tout cet ensemble de choses. Donc on ne peut pas dire qu'on a une souveraineté. Alors moi, il y a une question qui me revient. Comment alors comprendre ce paradoxe? On voit l'Afrique, on nous dit, on le constate, il y a le soleil, il y a le vent, il y a les matières premières, la bioénergie. Comment est-ce que l'Afrique, avec tout ce potentiel, n'arrive pas à exprimer cette souveraineté? Bon, en fait, il faut dire que l'Afrique est victime de ce qu'on peut appeler le paradoxe énergétique. Le paradoxe énergétique de l'Afrique, particulièrement de l'Afrique au sud du Sahara. Parce que la question énergétique ne se pose pas aux pays de la même façon. La question énergétique se pose différemment. Effectivement, quand il s'agit des questions des pays d'Afrique du Nord et aussi lorsqu'il s'agit des pays d'Afrique du Sud. Donc, je veux dire que c'est un véritable paradoxe, mais il y a plusieurs facteurs qui expliquent, par exemple, ces faiblesses. Notamment, le premier, c'est d'abord, vous savez que l'énergie est un secteur qui est très capitalistique, c'est-à-dire qui capte beaucoup de capitaux. Donc, il y a une faiblesse structurelle en ce qui concerne la mobilisation des capitaux au niveau des pays africains. Ça, c'est un élément qui est primordial. Vous savez qu'au début de l'indépendance, beaucoup de pays se sont lancés dans des travaux d'infrastructure au niveau
en construisant des barrages parce que l'énergie hydraulique est l'énergie qui est la plus utilisée, en tout cas en Afrique. Et donc, c'est paradoxe. On s'est rendu compte que 30 ans, c'est-à-dire plus de 50 ans après les indépendances, il y a eu des défaillances et qui ont fait que ces infrastructures qui ont été construites à ce moment-là n'ont pas pu être entretenues. Donc, il y a ce problème-là aussi qui est là. Il y a parfois aussi le manque de volonté politique, effectivement, qui fait que le potentiel énergétique de l'Afrique n'a jusqu'à présent pas encore été utilisé comme il faut. Et puis, l'une des faiblesses aussi qu'il faut expliquer, c'est, excusez-moi, il s'agit plutôt de l'insécurité qui prévaut en Afrique. L'insécurité qui prévaut en Afrique, l'Afrique est confrontée par exemple à des guerres par-ci, par-là, qui peut impacter effectivement sur la performance au niveau de l'électricité. Dernier point que je voudrais citer, bien sûr, il y a le problème, la question de la gouvernance. Vous savez, bon, on a parlé tout à l'heure de l'électricité hydraulique, mais il faut aussi parler d'autres sources d'énergie fossile telles que le pétrole et autres. Bon, le domaine du pétrole, c'est un domaine qui est, je vais dire, à mon avis, en Afrique ici, est très opaque, puisque généralement, on nous parle par exemple de très grandes découvertes au niveau des pays en ce qui concerne les gisements de pétrole, mais les impacts, en tout cas, dans la vie des populations africaines sont très 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 limités comparativement à ce qui se passe par exemple dans les pays du Golfe par exemple où le pétrole a véritablement réussi à mener un développement économique très 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 probant, mais ce n'est pas véritablement le cas. Donc ce sont ces faiblesses là en tout cas pour le moment que j'observe et qui font que l'Afrique est à la traîne avec d'immenses ressources qui sont soit insuffisamment exploitées ou bien soit parce que ces ressources-là sont envoyées, après, une fois qu'elles sont exploitées, malheureusement elles sont exportées hors du continent africain. Alors justement, est-ce que c'est pas là, vous avez parlé d'une faiblesse, mais je veux dire au niveau des États, on voit par exemple ces grands gisements de pétrole qui sont découverts. Une fois que ces gisements sont découverts, on voit que ce sont des sociétés en griffe internationales, étrangères qui viennent exploiter ce pétrole sur les terres africaines. Pourquoi ? Manque de compétences, manque de moyens au niveau de l'Afrique ? Oui, je pense qu'il y a, comme Sadia l'a dit, il y a une volonté politique qui n'a pas été affichée au début des indépendances. La volonté politique doit se traduire par une stratégie très claire au niveau du continent. C'est-à-dire qu'il devait y avoir des projets qui intègrent certaines régions de l'Afrique et qui permettent d'utiliser les ressources naturelles qui sont les barrages, les cours d'eau, pour en faire de grands projets qui puissent produire l'électricité au niveau du continent. Si il n'y a pas une politique générale qui est définie au niveau continental, effectivement, chacun des pays va se retrouver en train de vouloir produire, je dirais, un peu d'énergie pour sa consommation domestique. Alors que l'Afrique a besoin de se développer. Si on a besoin de se développer, on a besoin de sources d'énergie durables. Et pour avoir une source d'énergie durable, il faut des investissements lourds. C'est un secteur qui nécessite de gros investissements. Mais on ne peut pas dire que c'est ce qui a empêché. Parce qu'aujourd'hui, quand vous montez un bon projet, on a des organisations au niveau africain qui peuvent effectivement, si le projet est bien monté au niveau de l'Afrique, qui peuvent financer ce genre de projet. Bon, au début, si ça n'a pas été fait, ça explique pourquoi aujourd'hui, nous n'avons pas la souveraineté. Mais ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas en train de prendre conscience et pour aller dans ce sens-là. Alors ça, c'est la question. La question que vous avez posée, voilà, la question que vous avez posée, c'est que les ressources énergétiques sont des ressources d'ordre stratégique pour les États. Et il faut savoir que c'est un marché international qui est très très réglementé, mais qui est en faveur, je veux dire, des grandes puissances. Parce que ce sont la plupart des bourses des matières premières minières et minéralières ne se trouvent pas en Afrique. Donc je veux dire que si pour revenir à votre question, si ce sont les grandes entreprises africaines
plutôt occidentale, où il y a un faible taux d'entreprises africaines, par exemple. Mais il faut expliquer cela d'abord dans un premier temps par le fait que l'Afrique, en tout cas à la matière, manque en tout cas de main-d'œuvre très qualifiée. Et on ne va pas. Aliko Dangote l'a dit la fois dernière, et on a vu que par exemple le Nigeria exporte 97% de son pétrole hors du continent africain. Et non seulement 3% de ce pétrole-là est raffiné en Afrique ici, je crois qu'il y a même une partie qui est raffinée en Côte d'Ivoire ici, oui, avec la société ivoirienne de raffinage. Donc je vais dire que ça c'est un facteur intéressant. Donc la ressource, les ressources, je vais dire en termes de capital humain manquent d'abord dans un premier temps. Et comme mon co-débatteur, M. Ouattara Barado le disait tout à l'heure, il y a aussi le fait que ce sont des domaines qui sont capitalistiques, qui requièrent beaucoup de capitaux. Donc ces capitaux-là, on ne les a pas. Donc il y a le savoir-faire qu'on n'a pas, et les capitaux qu'on n'a pas. Il y a aussi le fait, effectivement, que les ressources, ces ressources-là sont des ressources qui sont la plupart du temps contrôlées par les grandes puissances. Et vous savez que la plupart des conflits armés que nous voyons à travers le monde, aujourd'hui, il faut l'origine réelle de ces conflits-là se trouve réellement dans le contrôle des ressources au niveau des ressources énergétiques, notamment ça peut être pétrolière de façon générale. Et puis maintenant d'autres ressources, puisque maintenant on va vers maintenant ce qu'on appelle la transition énergétique. Alors justement, quand vous parlez de ces ressources, là aussi des ressources minières, oui, on voit par exemple un pays comme le Niger, oui, qui est un grand producteur d'uranium, oui, et le Niger même n'utilise pas l'uranium dans la production de son énergie. Oui, non, mais ça on ne peut pas. Pour le cas du Niger, c'est un cas qui est assez spécifique parce que l'énergie je veux dire, l'énergie nucléaire est très, très, très réglementée sur le plan international. Vous avez vu très bien, parfois à travers l'actualité, parfois les tensions qu'il y a entre les grandes puissances qui détiennent la technologie nucléaire et certains pays comme les pays émergents comme l'Iran et autres là. Donc je pense que j'ai dit tout à l'heure que posséder par exemple certaines sources d'énergie stratégiques et critiques comme l'uranium, comme l'énergie nucléaire, ce sont des éléments qui sont très importants pour affirmer sa puissance sur le plan mondial. Donc je vais dire que l'accès à ces technologies est strictement réglementé. Donc ce n'est pas très sûr, en tout cas même si on pense que l'énergie pourrait, le Niger plutôt pourrait utiliser ces ressources-là à des fins civiles, mais je pense que ça va être très, 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 très compliqué. Mais ce qu'il faut parfois, par exemple, je chute là-dessus, pour dire qu'effectivement, c'est un paradoxe que effectivement, le Niger ne soit pas aussi, la population nigérienne, le taux d'accès, en tout cas, en ce qui concerne la population nigérienne à l'électricité, soit aussi faible. Je dois terminer pour dire que, en tout cas, en Afrique au sud du Sahara, c'est le taux d'accès à l'électricité est environ de 50% lorsqu'il est par exemple à 75% en Afrique du Nord et aussi en Afrique du Sud. Donc je pense que c'est un paradoxe aussi pour le Niger, mais gageons peut-être qu'il y a d'autres sources d'énergie qui soient beaucoup plus, je vais dire, à la portée des Nigériens. Sinon, en ce qui concerne l'uranium et puis l'énergie nucléaire, ça va être très très compliqué. Difficile à s'en sortir. Vous partagez ce point de vue? Oui, bon, à ce niveau, je voudrais quand même préciser que le cas de l'uranium est un cas à part. Parce que quand on parle de souveraineté, il peut y avoir d'autres sources d'énergie qui peuvent être utilisées. Tout à l'heure, je parlais de la politique générale au niveau de l'Afrique. Si vous regardez, si l'Afrique avait fait le choix d'une politique qui consistait à dire que nous voulons mettre l'accent sur l'énergie hydraulique, alors on se serait trouvé dans une situation où effectivement on allait cibler et définir des priorités. Parce qu'il s'agit de résoudre le problème de la souveraineté. Donc il appartenait effectivement à ces États de définir une politique et de mettre en place les moyens qu'il faut ou une stratégie pour y parvenir. Pour moi, je pense que cela est important. Maintenant, en ce qui concerne l'uranium, on peut avoir de l'uranium sous son sous-sol
Et puis, on n'est pas capable, n'est-ce pas, de le transformer. Parce que tout à l'heure, on a dit que effectivement, si vous avez de l'énergie, encore faut-il que vous ayez la technologie et le savoir-faire pour transformer. Et comme l'a dit tout à l'heure, le secteur étant stratégique, il n'y a pas tous les secteurs qui permettent effectivement à des pays de pouvoir librement les exploiter. Il y a d'autres sources d'énergie que l'Afrique pourrait utiliser sans risque qu'il y ait des représailles pour assurer son développement, pour assurer sa souveraineté. Alors justement, le cas du Niger n'est pas un cas isolé. On prendrait le cas de la RDC. On face, par exemple, la RDC a le plus grand potentiel en ce qui concerne l'énergie hydraulique aujourd'hui. Bon, on pense par exemple que l'Afrique, de façon générale, détient le plus grand potentiel avec 1100 TWh au niveau des choses, au niveau du monde entier. Mais la RDC, c'est un cas véritablement, je veux dire que c'est un véritable scandale. En plus de l'énergie hydraulique, on voit par exemple en ce qui concerne d'autres matières, comme le cobalt, comme le cuivre. La RDC, c'est 60% de la production du cobalt à travers le monde. Et c'est environ plus de 40% de la production du cuivre. Or, on sait par exemple que le cobalt, le cuivre et ces autres minéraux stratégiques sont très importants dans la fabrication des pylônes et des câbles qui transportent l'électricité. Donc, c'est très, très, très important. Et certains experts même pensent même que, par exemple, la construction d'un barrage, par exemple en RDC, la RDC est capable à elle seule, avec ne serait-ce qu'au niveau, par exemple, de ses ressources hydrologiques, de ravitailler toute l'Afrique du Sud, toute l'Afrique au sud du Sahara, rien qu'à travers le barrage d'Inga qui a été construit. C'est-à-dire que si les choses se passaient dans les bonnes conditions, effectivement, ça pourrait, un pays comme la RDC pourrait se... Donc c'est véritablement un paradoxe. C'est un paradoxe qui nous amène aussi à ce qu'on appelle à la malédiction des matières premières en Afrique. En principe, les matières premières, qui sont des matières premières très importantes, par exemple dans le domaine énergétique, devaient pouvoir être des opportunités, en tout cas des avantages certains pour les pays africains, mais malheureusement c'est un scandale et c'est évidemment une malédiction parce qu'on ne comprend pas. Alors donc il y a des éléments peut-être extérieurs que peut-être on pourrait expliquer, mais c'est véritablement, on n'arrive véritablement pas à comprendre. On sait aussi que par exemple l'Afrique a le taux d'ensoleillement le plus important au monde aujourd'hui. Peut-être 3000 heures de soleil par an, c'est très important. Par exemple, je sais par exemple que le flux solaire en Afrique, il est environ entre 3 et 6 Watt-heure par mètre carré. En Afrique, quand en Europe, c'est autour de 2, 3 ou au maximum 4. Et pourtant, par exemple, une énergie comme l'énergie solaire est largement développée en Europe et c'est nous qui importons, je veux dire, les différents produits d'énergie solaire en Afrique. Donc, et voilà. on est à une époque où on parle beaucoup de transition énergétique, d'énergie propre, énergie renouvelable. À quel stade on peut dire, on ne peut pas dire à quel stade l'Afrique est, mais qu'est-ce qu'il faut maintenant de manière concrète selon vous pour que l'Afrique puisse tendre véritablement vers sa souveraineté? Oui, la souveraineté, pour tendre vers la souveraineté, d'abord il faut une volonté au niveau continental. Et là, jusque-là, vous ne voyez pas des prémices de cette volonté au niveau de l'Union africaine? C'est maintenant que la volonté commence à se faire voir. Mais il aurait fallu, peut-être, depuis les indépendances, qu'on sache que ce sont des secteurs qui sont très stratégiques pour le développement de l'Afrique. L'énergie, l'alimentation, ce sont deux secteurs qui sont vraiment importants pour se développer. Alors, donc, on doit pouvoir aujourd'hui définir donc une politique qui permette effectivement aux pays africains de monter des projets structurants qui permettent effectivement de construire des grands barrages, comme Sadia l'a dit tout à l'heure, en RDC, qui permettent d'alimenter une grande partie de l'Afrique. Et surtout vers l'Afrique de l'Ouest aussi,
où je crois que notre pays est en train de faire des efforts dans ce sens-là, d'utiliser les ressources naturelles qui sont à notre portée pour développer effectivement des centrales qui permettent de nourrir ou bien d'alimenter en tout cas une grande partie de l'Afrique. Je pense que c'est à ce niveau qu'on peut y arriver. Ok, ça juste, je vais aborder dans ce qu'il a dit tout à l'heure. Je pense aussi qu'il faut des projets structurants, c'est-à-dire des bons projets qui peuvent attirer les capitaux en ce qui concerne par exemple le secteur privé. Justement, permettez-moi de vous couper la parole. Quand vous parlez de projets structurants, est-ce que ce sont des projets, vous avez donné le cas par exemple de la RDC avec le barrage Linga, est-ce que si la RDC n'a pas les moyens de financer cela, ça ne doit pas se faire par région? Certains pays se mettent ensemble, forment un consortium pour financer ces barrages. On voit le cas par exemple du barrage sur le Nil avec l'Éthiopie qui a pris l'engagement tout seul. Mais je veux dire pour la RDC et autres, des pays peuvent se mettre en consortium et puis développer cela et puis redistribuer dans toute la région. Oui, mais je pense qu'on avait, en ce qui concerne par exemple le barrage La Renaissance sur le Nil, il faut dire aussi que la Chine y est très impliquée. Donc je veux dire que ce sont des travaux d'envergure qui nécessitent des grands capitaux. Donc comme M. Ouattara Barado l'a dit tout à l'heure, sur le plan international, pour pouvoir mobiliser les capitaux et pour faire en sorte que pour pouvoir accroître la souveraineté énergétique de l'Afrique, ou bien faire en sorte que l'énergie soit beaucoup plus à la disposition des populations, c'est de faire en sorte de favoriser l'implication du secteur privé dans le financement des infrastructures en ce qui concerne les barrages hydroélectriques, pour ce que je sais. Vous savez, dans le cas de la Côte d'Ivoire, par exemple, vous avez le barrage électrique de Soubré et notre barrage encore en construction qui ont été faits. Ce sont des montages qui ont été faits en même temps dans le cadre, par exemple, d'un partenariat public-privé. Donc ça, c'est très très important, par exemple, pour remédier à la situation. Il faut aussi veiller aussi sur la question de la gouvernance et de faire en sorte aussi que les barrages ne soient pas, je vais dire qu'il n'y ait pas de surcoûts aussi dans la construction des barrages. Parce que quand les coûts sont raisonnables dans la construction des barrages, effectivement, l'électricité peut être produite à moins de coûts. On peut produire de l'électricité, mais l'une des questions, c'est de savoir est-ce que cette électricité qui a été produite là est accessible. Donc, un exemple pratique, vous pouvez envoyer le réseau électrique dans un village, mais est-ce que les populations elles vont peut-être bénéficier de l'éclairage public, mais est-ce qu'on a les moyens, je veux dire, d'avoir une accessibilité économique, de pouvoir se connecter et mener des activités librement, de façon simple. Donc, la question véritablement se pose. Donc, il faut effectivement pour les pays africains de faire en sorte qu'il y ait cette transparence-là. Et il a dit tout à l'heure, la volonté politique aussi est très importante. C'est vrai que l'énergie, la question énergétique est une question très très importante et puis très importante. Et en ce sens, quand on prend par exemple on a parlé tout à l'heure de la transition énergétique. Aujourd'hui, par exemple, on est en train d'aller vers de nouvelles sources je veux dire d'énergie. On passe maintenant de l'énergie thermique. On est en train de passer de l'énergie thermique maintenant je veux dire, en ce qui concerne les moteurs, aux moteurs électriques aujourd'hui. Et la plupart de ces matériaux-là, de ces minéraux et ces minéraux stratégiques se trouvent en Afrique du Sahara, en Afrique au sud du Sahara. C'est-à-dire notamment en Afrique, ici avec le lithium, le cobalt, le cuivre, etc., etc. Donc il faut aussi que les Africains se préparent à former non seulement la jeunesse, mais à former des élites aussi pour échanger avec les entreprises auxquelles on va donner les contrats. Je vais vous donner un exemple. Lorsque, par exemple, il s'agit de discuter de certains contrats qui concernent certains pays, comme on n'a pas d'experts dans ces domaines-là, on est obligé de faire appel à l'expertise expatriée, enfin l'expertise hors du continent africain. Mais lorsque vous prenez l'expertise hors du continent africain, vous ne pouvez plus parler de souveraineté. Parce que l'expert qui vient d'un autre pays, par exemple, est-ce qu'il n'est pas sous influence? Est-ce qu'il ne collecte pas des informations, par exemple, peut-être pour le bénéfice de son pays? Parce qu'on sait très bien que c'est un secteur qui est très stratégique et que c'est un secteur aussi où l'affirmation de la puissance est véritablement patent. Bon, à ce niveau, je voulais quand même nuancer un peu pour dire qu'en réalité, en Afrique, nous avons beaucoup d'experts. Mais il appartient au pouvoir public de dénicher ces experts-là et de leur donner la possibilité, l'opportunité d'exercer leur art. Quand vous tournez dans les universités, les plus grandes universités du monde, vous allez trouver des ingénieurs africains qui sont formés, très bien formés,
dans le domaine de l'énergie. Mais il faut que nos pays fassent confiance à ces ingénieurs-là qui sont très bien formés. Mais il faut que oui, non, mais il faut dire États... qu'en fait, c'est que ce qu'il faut ajouter, c'est que par exemple, l'exploration, par exemple, dans le domaine pétrolier, par exemple, ça coûte très très cher. Donc, je veux dire que ce sont ces entreprises occidentales-là qui envoient les capitaux. Donc, l'entreprise ou bien l'entreprise privée qui envoie les capitaux, c'est cette entreprise-là qui impose, par exemple, à ses experts. Donc, c'est un aspect aussi qu'il ne faut pas éluder. Effectivement, bon, je pense qu'il faut plutôt dire que la technologie, le matériel technologique, dans certains domaines, nous n'avons pas encore ce matériel technologique-là. Mais les hommes, en tout cas, peut-être qu'ils n'ont pas réussi encore à créer, à inventer, mais on a des ingénieurs bien formés qui peuvent véritablement... Ce sont des matériaux qui s'achètent sur le marché. Effectivement, si l'Afrique veut, c'est pour cela que depuis le début de l'émission, j'insiste sur la volonté, pas des nations, mais de l'Union africaine, de l'ensemble du continent, qui doit prendre conscience qu'il faut qu'il y ait des politiques au-delà des politiques nationales qui prennent à corps les deux problèmes, qui adressent les deux problèmes. Le problème de l'énergie, le problème de l'alimentation, qui sont des volets très stratégiques du développement. L'énergie, vraiment un secteur très stratégique pour nos États et pour le continent africain. On en est encore loin de la souveraineté, mais déjà beaucoup de choses ont été faites. Merci monsieur pour vos contributions. On parlait de souveraineté énergétique. Nous étions avec monsieur Barado. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes spécialiste d'analyse sectorielle et stratégie. Merci à vous monsieur Sadia Zouzou, spécialiste en intelligence économique. Et très chers téléspectateurs et auditeurs, vous pourrez retrouver cette émission sur notre site internet www.mediantv.com. Agréable suite de programme sur nos antennes.